Je m'appelle Claire Moreau et j'ai grandi au milieu des illusions. Ce soir, nous étions à Versailles. Versailles n'était pas seulement une ville, c'est une promesse. La promesse d'une grandeur passée, d'une histoire gravée dans la pierre dorée. Et la promesse que certains secrets doivent rester des secrets. Ce soir, nous célébrions les 70 ans de ma grand-mère, Élise Moreau. La villa était spectaculaire, une de ces demeures qui écrasent par leur richesse. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur des visages souriants. Des violons jouaient une musique douce, conçue pour ne déranger personne. L'air sentait le champagne cher et les parfums importés. C'était une performance. Une magnifique performance. Ma grand-mère, Élise, était l'actrice principale. Elle était parfaite, comme toujours. À 70 ans, elle possédait une grâce que le temps n'avait pas osé toucher. Sa robe était d'une soie grise, simple, mais elle coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon impeccable. Son sourire était une œuvre d'art, précis, poli et totalement impénétrable. Elle glissait entre les invités, une reine dans son royaume. Elle riait doucement, sa main effleurant un bras ici, un verre là. Je l'observais depuis le coin de la grande salle. Je l'ai toujours admirée. J'ai toujours eu peur d'elle aussi. Et puis, il y avait lui, mon grand-père, Henri Moreau, 73 ans, mais il refusait de vieillir. Il était le centre de l'univers. Sa voix était forte, son rire remplissait la pièce. Il portait un costume sur mesure qui criait sa réussite. Il tenait son verre de champagne comme un sceptre. Henri Moreau aimait être admiré. Il aimait être le patriarche, le bâtisseur d'empire. Ce soir, il célébrait la femme qui avait rendu tout cela possible. C'est du moins ce qu'il disait. « Ma chère Élise », disait-il à un groupe d'associés, sa main possessive sur sa taille. 50 ans de patience, c'est son plus grand talent. Les gens riaient. Un rire respectueux, mais faux. Dans notre famille, le faux était une seconde nature. Mon oncle Paul, le fils unique, se tenait près du buffet. 49 ans, et il avait toujours l'air d'un adolescent mal à l'aise. Il était l'héritier, mais il vivait dans l'ombre écrasante de son père. Il vérifiait son téléphone, le visage tendu. L'honneur de la famille Moreau reposait sur ses épaules fragiles. Il détestait les surprises. Et enfin, il y avait Catherine Durand, assise à une table légèrement en retrait, comme toujours. 69 ans. Elle portait une robe modeste, de couleur beige, la couleur de l'invisibilité. Catherine était l'amie de la famille, la meilleure amie de ma grand-mère. Elle était là depuis aussi longtemps que je me souvienne. Une présence douce, presque maternelle. Je l'ai vue lever les yeux vers mon grand-père. Juste une seconde. Un regard rapide, presque imperceptible. Un regard qui contenait 50 ans d'histoire. Puis elle a baissé les yeux vers son assiette, redevenant invisible. Ma grand-mère s'est approchée de sa table. « Catherine, ma chère, dit Élise de sa voix claire, je suis si heureuse que tu sois là. »« Élise, répondit Catherine, la voix tremblante d'émotion. Tu es magnifique, 70 ans te vont si bien. » Elles se sont serrées la main. Deux femmes qui se connaissaient mieux que personne. Je me suis sentie mal à l'aise. Cette perfection était suffocante. Le maître de cérémonie, un jeune homme au sourire professionnel, monta sur la petite estrade. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, il est temps de rendre hommage à notre merveilleuse Élise. Nous avons préparé une petite rétrospective de sa vie incroyable. » Les lumières se sont tamisées. La musique des violons s'est arrêtée. Un grand écran blanc, dissimulé derrière des rideaux de velours, s'est allumé. La salle devint silencieuse. Les premières images étaient imprévisibles. Élise jeune, à Paris, dans les années 60. Elle était peintre à l'époque. Belle, avec un feu dans les yeux que je n'avais jamais vu. Puis, le mariage. Élise et Henri. Resplendissant. Le baiser devant l'église, la naissance de Paul, la famille parfaite dans le jardin de cette même villa. Les photos défilaient,
les vacances, les dîners de gala, l'ouverture de la première usine Moreau, Henri serrant la main de politicien, Élise coupant des rubans, une vie entière passée à sourire pour l'appareil photo. Je regardais ma grand-mère, elle regardait l'écran, son visage toujours aussi calme. Et puis, quelque chose a changé. La musique douce s'est arrêtée net. Une nouvelle diapositive est apparue. Ce n'était pas Élise, c'était Henri et Catherine. Ils étaient sur un bateau en Italie. Le soleil brillait, ils riaient. Henri tenait Catherine par la taille. C'était un geste décontracté, trop décontracté. Un murmure parcourut la salle. Avant que quiconque puisse réagir, une autre photo. Henri et Catherine. Dans un restaurant intime, aux chandelles, ils trinquaient. Leurs yeux ne se quittaient pas. C'était un regard que je n'avais jamais vu Henri donner à ma grand-mère. Une autre. Eux deux, marchant dans un parc en automne. Sa main dans la sienne. Un silence de mort s'installa. Un silence si lourd qu'il en devenait physique. Mon oncle Paul se leva à moitié de sa chaise, le visage blanc comme un linge. Henri, à côté de ma grand-mère, s'était figé. Son sourire de patriarche avait disparu. Et soudain, quelqu'un a ri. C'était un des associés d'Henri. Un rire nerveux, incertain. « Ah, ce cher Henri !» cria-t-il, essayant de briser la tension. « Quel charmeur! Toujours le mot pour rire !» Une autre voix, celle d'une vieille amie de la famille, s'éleva, faussement enjouée. « Oh là là! Quelle vitalité! C'est une bonne blague, Élise! Vous avez un sens de l'humour coquin! » Bientôt, une vague de rire forcé envahit la salle. Les gens riaient fort, trop fort. Ils pensaient que c'était une blague, une plaisanterie organisée par Élise pour taquiner son mari sur sa virilité légendaire. 70 ans et toujours aussi séduisant, lança un autre invité. Je les regardais rire, ces gens riches, ces amis puissants. Ils riaient pour sauver les apparences, pour sauver leur propre confort. J'avais envie de vomir. Mon sang se glaça. Je n'osais pas regarder Catherine Durand. Je savais que son masque d'invisibilité avait dû se briser. J'ai tourné la tête vers ma grand-mère. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas une blague. Elle n'était pas gênée. Elle n'était pas humiliée. Elle n'était pas en colère. Elle ne tremblait pas. Elle souriait. C'était le même sourire poli, le même sourire impénétrable. Mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange, une lueur froide, métallique, une lueur de triomphe absolu. Les photos continuaient de défiler. Henri et Catherine. Henri et Catherine, encore et encore. Les rires dans la salle commencèrent à s'éteindre, un par un. La blague n'était plus drôle. Elle durait trop longtemps. Le silence revint, plus lourd, plus terrifiant qu'avant. Tous les regards étaient fixés sur elle, sur Élise. Elle se leva, lentement. Le bruit de sa chaise raclant doucement le parquet fut le seul son dans la salle immense. Elle se leva avec la grâce d'une reine montant à l'échafaud, ou peut-être d'une reine montant enfin sur son trône. Elle se dirigea vers l'estrade. Chaque pas était mesuré, délibéré. Le jeune maître de cérémonie la regardait, figé, son visage pâle de confusion. Il tenait toujours le micro, sa main tremblait. Élise monta les 2 petites marches. Elle s'arrêta devant lui. Elle lui sourit. Et d'un geste calme, elle prit le micro de sa main inerte. Elle se tenait là. Le silence dans la salle de bal était une matière solide. On aurait pu le couper au couteau. Derrière elle, sur l'écran géant, une dernière photo restait affichée. Henri et Catherine, souriant devant le Colisée à Rome. Un cliché de touriste baignant dans une lumière dorée. Un cliché de trahison. Ma grand-mère leva le micro à ses lèvres. Sa main ne tremblait pas. « Mes chers amis, commença-t-elle. Sa voix était claire, amplifiée par les haut-parleurs. Elle n'était ni haute, ni stridente de colère. Elle était calme, mesurée. La voix d'une femme qui s'adresse à un conseil d'administration. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer mes 70 ans. Elle fit une pause.
Elle balaya la salle du regard. Les visages étaient figés, des masques d'horreur polis. Les sourires avaient fondu, les gens avaient peur. Ils avaient peur de ce qui allait suivre. Ils avaient peur de la scène. Dans notre monde, une scène publique est pire qu'un crime. Je suis profondément touchée par vos rires, continua-t-elle. Vous avez raison, c'est amusant. Personne ne bougeait. Vous avez toujours admiré mon mari, n'est-ce pas? Elle se tourna légèrement vers Henri. Il était resté à la table d'honneur. À moitié levé, son visage était passé du blanc au rouge brique. Ses yeux, d'habitude si pleins d'assurance, lançaient des éclairs de fureur contenue. Sa mâchoire était si serrée que je craignais qu'il ne se brise les dents. Il la fusillait du regard. Un regard qui disait « Comment oses-tu? Tais-toi, assieds-toi. » Mais Élise Moreau n'écoutait plus. « Je vous en prie, dit-elle au public, ne vous arrêtez pas de rire. » Elle fit un geste de la main comme pour encourager des applaudissements. « S'il vous plaît, donnez-moi une standing ovation. Pour mon mari, Monsieur Henri Moreau. » Sa voix était douce, presque tendre, mais ses mots étaient des pierres. « Et, pendant que vous y êtes... » Elle se tourna, son regard cherchant dans la foule. Elle trouva la table de Catherine Durand. Catherine était devenue une statue de cire. Elle fixait sa serviette pliée sur ses genoux. Elle ne respirait plus. Je vous demande aussi de féliciter chaleureusement sa maîtresse. Sa maîtresse depuis 50 ans. Le mot maîtresse tomba dans le silence comme une bombe atomique. Madame Catherine Durand. Un cri étouffé. C'était mon oncle Paul. Maman! Sa voix était un sifflement étranglé. Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi! Il était rouge de honte, la honte de l'héritier. La honte de voir l'empire familial s'effondrer en public. Ma grand-mère l'ignora. Elle regardait Henri. Un duel silencieux. Henri serra les poings sur la nappe en soie. Il voulait se lever, lui arracher le micro, la faire taire, mais il ne pouvait pas. Il était piégé par les regards de ses associés, de ses rivaux, de ses disciples. S'il bougeait, il confirmait tout. S'il ne bougeait pas, il la laissait gagner. Pour la première fois de sa vie, Henri Moreau ne savait pas quoi faire. Et puis, la musique reprit. Mais ce n'était plus les violons. Ce fut un choc. Des trompettes, des orgues, la marche nuptiale. Solennelle, triomphale, ironique, elle retentit dans la salle de bal, assourdissante. J'ai haleté. C'était son œuvre. Elle avait tout prévu. La liste des photos. La musique, ce n'était pas une crise de nerfs. C'était une exécution. Sur l'écran, les photos recommencèrent à défiler. La boucle, Henri et Catherine à Rome. Henri et Catherine au restaurant. Henri et Catherine dans le parc. La marche nuptiale jouait sur ces images. Une parodie de mariage. Une célébration de l'adultère. Ma grand-mère, pensais-je, est un génie diabolique. C'était du niveau de Why Women Kill. C'était satirique, c'était magnifique. Elle laissa la musique et les images s'imprimer dans l'esprit des invités pendant une longue minute. Puis, elle parla par-dessus la musique triomphante. J'ai rencontré Henri Moreau quand j'avais 20 ans. Sa voix était maintenant celle d'une conteuse. J'étais peintre à Montmartre. J'étais libre. Elle fit une pause. Je l'ai épousé. Et à partir de ce jour, je n'ai plus jamais eu un seul jour de liberté. Son regard se perdit un instant, comme si elle regardait à travers les murs dorés de la villa, à travers les 50 dernières années. Les gens disent 70 ans, l'âge de raison. Un âge rare, une bénédiction. Elle sourit à nouveau. Cette fois, c'était un vrai sourire. Un sourire large, presque joyeux. Ils disent que c'est une bénédiction de vivre assez longtemps pour enfin faire ce que l'on veut. Être enfin libre. Elle leva légèrement le micro. Eh bien, ce soir, c'est mon 70e anniversaire. Elle redressa les épaules. Elle avait l'air plus grande, plus forte que jamais. Et c'était aussi le premier jour de ma renaissance. Le silence qui suivit fut total. La marche nuptiale semblait s'être arrêtée, même si elle jouait toujours. Elle se tourna à nouveau vers Henri.
Son visage était maintenant calme, presque serein. « J'ai épousé Henri à 20 ans, répéta-t-elle, comme pour graver les faits dans l'histoire. 1 an plus tard, notre fils, Paul Moreau, est né. Paul ferma les yeux, comme s'il recevait un coup physique. Cette même année, continua Élise, sa voix tranchante comme un scalpel, mon mari a commencé ses affaires, et moi j'ai tout abandonné. J'ai rangé mes pinceaux. Je suis devenue femme au foyer, l'épouse parfaite de Versailles. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Et c'est aussi cette même année qu'il a rencontré Catherine Durand. Un murmure collectif parcourut la salle. L'horreur, la pitié, la fascination morbide. 50 ans, dit-elle, presque pour elle-même. 50 ans de mariage. Elle secoua la tête, un mouvement presque imperceptible. Il s'avère que ce n'était qu'un long rêve, ou peut-être un long cauchemar. Elle regarda les invités, ses amis, les gens qui avaient murmuré dans son dos pendant des décennies, mais qui lui souriaient en face. On dit toujours que le linge sale se lave en famille, n'est-ce pas? Elle eut un petit rire sec. Mais ce soir, cette façade... Elle fit un geste vers la salle, vers la richesse, vers son mari. Cette façade, je ne veux plus la garder. Je ne veux plus la garder pour Henri Moreau. L'atmosphère était devenue irrespirable. Je regardais les gens. Certains avaient sorti leur téléphone, mais n'osaient pas filmer. D'autres regardaient leurs pieds. Les associés d'Henri essayaient de ne pas croiser son regard. Les épouses regardaient leur propre mari avec une suspicion nouvelle. Ma grand-mère avait transformé sa fête d'anniversaire en tribunal. Moi, Claire Moreau, leur petite fille, je me sentais étrangement fière. J'étais horrifiée, oui, mais j'étais surtout fascinée. Toute ma vie, j'avais vu cette femme servir le thé, organiser des dîners parfaits, sourire aux blagues stupides d'Henri, s'assurer que ses chemises étaient parfaitement repassées. Une vie de servitude silencieuse, élégante. Je me suis souvenue de ce que j'avais toujours pensé d'elle. Peu importe ce qui arrive, rien ne peut l'effrayer. Ce soir, je comprenais pourquoi. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas peur, c'est qu'elle avait déjà tout perdu. Et quand on n'a plus rien à perdre, on devient invincible. Elle se tenait là, calme, digne. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas jeté de verre. Elle avait utilisé leurs propres armes contre eux, les apparences, le public, et un timing impeccable. Elle prit une profonde inspiration. « Merci encore d'être venue, dit-elle poliment. Elle fit un léger signe de tête. La fête est terminée. Elle posa le micro sur l'estrade. Et tandis que la marche nuptiale atteignait son crescendo triomphal et absurde, Élise Moreau tourna le dos à son mari, à sa maîtresse, à ses invités et à ses 50 années de mariage. Elle descendit les marches, lentement. Elle commença à marcher vers la grande sortie. Personne ne bougea, personne n'osa respirer. Tous les yeux suivaient cette silhouette droite dans sa robe de soie grise qui marchait calmement vers la porte. Henri se leva enfin. « Élise !» Sa voix était un rugissement, un ordre. Elle ne s'arrêta pas. Elle n'a même pas tourné la tête. Elle a continué à marcher, passa à la porte massive en chêne et disparut dans la nuit. La marche nuptiale s'est terminée dans un silence assourdissant. L'écran est devenu noir. Les lumières de la salle se sont rallumées, dures, impitoyables. Elles éclairaient une centaine de visages figés dans une expression collective d'horreur et de gêne. Henri Moreau était toujours debout, sa main à moitié levée. Il ressemblait à une statue de lui-même, un monument à sa propre arrogance soudainement fissurée. Mon oncle Paul s'est précipité vers lui. « Père, Père, assieds-toi, les gens !» Mais Henri ne l'écoutait pas. Il fixait la porte vide par laquelle Élise avait disparu. Son visage était terrifiant. Ce n'était plus de la colère, c'était de la pure fureur, la fureur d'un roi détrôné dans sa propre cour. Catherine Durand, elle, était en train de s'effondrer. Elle pleurait, silencieusement, de grosses larmes coulaient sur son visage pâle,
ruinant son maquillage discret. Elle essayait de les essuyer, mais ses mains tremblaient trop. Personne n'osait la regarder. Personne n'osait s'approcher d'elle. Elle était devenue une paria marquée au fer rouge en l'espace de 10 minutes. Les invités ont commencé à bouger. Pas de façon évidente, c'était un mouvement lent, collectif, comme un banc de poissons qui change de direction. Ils ont commencé à partir. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas cherché Henri. Ils ont simplement attrapé leur manteau, leur sac, murmurant des excuses à l'air. Il se fait tard. J'ai une longue route. Terrible migraine tout à coup. Ils fuyaient. Ils fuyaient la scène. Ils fuyaient l'embarras. Ils fuyaient la vérité nue qu'Élise venait de jeter à leurs pieds. En moins de 5 minutes, la salle de bal somptueuse était à moitié vide. Il ne restait que les serveurs, immobiles, et les membres de la famille les plus proches, piégés dans la catastrophe. Je suis restée immobile, près du mur. Je regardais les tables à moitié pleines, les serviettes froissées, le champagne éventé dans les coupes. C'était la fin d'une ère. Et je n'arrêtais pas de penser, comment a-t-elle pu garder ça pendant 50 ans? Je repensais à ma grand-mère, à son calme, à sa précision chirurgicale, et je me suis souvenue. Je crois que je savais quand tout avait vraiment commencé, pas il y a 50 ans, mais il y a 1 mois. C'est peut-être là que le véritable plan avait pris racine. Il y a 1 mois, j'étais venue passer le week-end à la villa. En entrant, j'avais senti que quelque chose était différent. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai trouvé ma grand-mère dans la cuisine. Elle regardait par la fenêtre. Grand-mère? Elle s'est retournée et j'ai eu un choc. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ce n'était pas seulement physique. Bien sûr, ses rides semblaient plus profondes. Ses cheveux semblaient plus blancs. C'était son regard. D'habitude, ses yeux étaient vifs, observateurs, contrôlés. Ce jour-là, ses yeux étaient vides, vraiment vides, comme 2 pierres polies. Claire, tu es là? Sa voix était plate. Grand-mère, ça ne va pas? Tu es malade? Elle a secoué la tête, un mouvement lent. Non, je vais bien. Elle s'est détournée et est montée lentement dans sa chambre. Elle n'a rien dit d'autre. Je me suis inquiétée. Je n'avais jamais vu ma grand-mère pas bien. Ma grand-mère était un roc. Elle ne tombait jamais malade. Elle n'était jamais fatiguée. Ce soir-là, j'étais dans le salon quand le téléphone a sonné. J'ai décroché. C'était lui, Henri. Il n'a pas demandé à parler à sa femme. Il ne le faisait jamais. « Claire, c'est toi? » Sa voix était enjouée, celle d'un homme qui passe un bon moment. « Oui, grand-père. »« Parfait. Écoute, dis à ta grand-mère que je ne rentrerai pas dîner ce soir. J'ai une réunion tardive avec des investisseurs. Très important. » Une réunion tardive, son excuse habituelle. « D'accord, ai-je dit. Je lui dirai. » Il a raccroché. Je suis allée à la cuisine. Élise était en train de sortir un magnifique rôti du four. L'odeur des herbes et de l'ail remplissait la pièce. « C'était grand-père, dis-je doucement. Il a une réunion tardive. Il ne rentrera pas pour le dîner. » J'attendais la routine. Normalement, elle aurait soupiré, juste un peu. Puis, elle aurait dit « Très bien, son travail est si prenant. » Elle aurait soigneusement coupé les meilleures parts du rôti. Elle les aurait mises dans une assiette avec des légumes. Elle aurait couvert l'assiette de papier d'aluminium. Elle l'aurait mise dans le petit four à basse température pour la garder au chaud. Elle l'aurait attendue, parfois jusqu'à minuit, assise dans le salon, un livre à la main, écoutant le bruit de sa voiture. Elle aurait attendu pour qu'il puisse manger un repas chaud. C'était sa vie. Mais ce soir-là, elle n'a rien dit. Elle a posé le plat brûlant sur le plan de travail. Elle m'a regardée. Son visage était totalement inexpressif. Puis, elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a pris le plat. Elle s'est dirigée vers la poubelle. Et, méthodiquement, elle a tout jeté. Le rôti entier, les pommes de terre dorées, les légumes.
Le bruit de la nourriture tombant dans le sac en plastique était le seul son dans la cuisine. Je n'arrivais pas à parler. C'était un acte d'une violence incroyable. Grand-mère? Elle a posé le plat vide dans l'évier. Elle a ouvert le robinet d'eau chaude. Mangeons, Claire, dit-elle calmement. Il n'y a que nous deux. Ce soir-là, après notre dîner silencieux, elle est sortie sur le balcon. Elle s'est assise sur la chaise en fer forgé et n'a plus bougé. Je la regardais à travers la porte-fenêtre. Le soleil se couchait. Le ciel était rouge et orange. La lumière du crépuscule baignait son visage. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait juste l'air vide, d'un vide froid, presque effrayante. Le crépuscule atteint ses cheveux d'argent et de rose. Elle est restée là, immobile, jusqu'à ce que la nuit soit complète. Tard dans la nuit, j'ai entendu la voiture d'Henri, les graviers ont crissé, la porte d'entrée s'est ouverte et s'est refermée. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Il est entré dans la cuisine. J'ai entendu le bruit du four qu'on ouvre, puis le silence. Il a dû voir que c'était vide. Il s'est resté là 1 minute. J'entendais sa respiration. Il était surpris, mais il n'a rien dit. Il n'a pas appelé Élise. Il n'a même pas pris de douche. J'ai entendu ses pas remonter le couloir. La porte de leur chambre s'est ouverte, puis s'est refermée. Ce silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. En regardant la salle de bal vide ce soir, en repensant à cette scène, j'ai enfin compris. Ce soir-là, ce n'était pas la nuit où elle avait découvert la vérité. Ce n'était pas la nuit où son cœur s'était brisé. C'était la nuit où elle avait su, où elle avait accepté, où elle avait décidé. Elle avait jeté le rôti à la poubelle. Elle avait jeté 50 ans d'attente. Ce soir-là, ma grand-mère avait décidé que c'était assez. Je ne sais pas comment j'ai quitté la villa. Je me souviens seulement du silence dans ma petite voiture, un silence si total qu'il en était douloureux. Le son de la marche nuptiale résonnait encore dans mes oreilles, une blague cruelle. Je conduisais à travers les rues endormies de Versailles. Les lampadaires jetaient une lumière jaune sur les pavés humides. Tout était si ordonné, si calme. Le monde extérieur ne savait pas que l'Empire Moreau venait de s'effondrer. Je suis rentrée dans mon petit appartement parisien. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis appuyée contre, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à trembler. Pas de peur, de choc. J'essayais de superposer les deux images de ma grand-mère, celle que j'avais toujours connue, la femme élégante qui arrangeait des fleurs et souriait doucement, et la femme que j'avais vue ce soir, l'ange exterminateur posant un micro avec un calme olympien. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à regarder le plafond, à rejouer chaque seconde, le visage d'Henri décomposé par la fureur, le visage de Catherine noyé de larmes silencieuses, le visage de Paul détruit par la honte, et le visage d'Élise, serein, libre. Une question tournait en boucle dans mon esprit. Ce n'était pas « pourquoi l'a-t-elle fait ?» La réponse à cela était évidente. 50 ans de mensonges. La vraie question était « comment ?» Comment a-t-elle survécu pendant 50 ans? Comment une femme enterre-t-elle un secret si profondément qu'elle devient le secret elle-même? Ma vie entière avait été construite sur ce mensonge, la cage dorée. C'est ainsi que j'appelais la villa de Versailles. Elle était magnifique, une architecture classique, des jardins manucurés par un bataillon de jardiniers. Chaque meuble était un original, chaque tableau un maître, mais c'était une prison de bon goût. Élise Moreau en était la gardienne gracieuse. Toute mon enfance, je l'ai vue régner sur ce royaume. Sa vie était une routine impeccable. Elle se levait à 6 heures. Elle choisissait la tenue d'Henri. Elle discutait des menus avec le cuisinier. Elle organisait les réceptions. Tout était fait pour lui, pour Henri. Pour l'Empire Moreau, Henri la contrôlait, mais jamais par la force. Il la contrôlait par l'amour, ou du moins par ce qu'il appelait l'amour. C'était une manipulation douce, enrobée de sucre. Il ne lui interdisait jamais rien. Il suggérait
Élise, ma chérie, disait-il, pourquoi t'embêter avec les contes? Tu as l'esprit d'une artiste, laisse-moi m'occuper de ces choses vulgaires. Et elle le laissait faire. Elle n'avait pas de compte en banque à son nom. Elle avait une allocation, comme une enfant. Élise, cet ami peintre, il a l'air un peu bohème. Est-ce que vraiment une bonne influence pour Paul? Et les amis peintres disparaissaient. Élise, tu veux vraiment ressortir tes pinceaux? Mais tu es si douée pour recevoir, personne ne fait un dîner comme toi. C'est ton véritable art, ma chérie. Et les pinceaux restaient rangés. Je me souviens d'une fois, j'avais peut-être 12 ans. Une grande rétrospective de Kandinsky avait lieu à Paris. Ma grand-mère adorait Kandinsky. J'avais vu un de ses vieux carnets de croquis, remplis de copies de ses œuvres. « On y va, grand-mère » avais-je demandé, en lui montrant le journal. Ses yeux s'étaient illuminés. Une seconde, une vraie lueur. « Oh oui, j'adorerais !» Puis Henri était entré. « Kandinsky, c'est le Russe qui fait des gribouillis, non? Élise, n'oublie pas que nous dînons chez les Durand ce soir. Et demain, le golf. Nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages. » Il avait ri. Élise avait baissé les yeux sur le journal. « Tu as raison, Henri. Une autre fois, peut-être. » L'autre fois n'est jamais venue. On nous a toujours raconté l'histoire de son sacrifice. « Votre grand-mère est une sainte, » nous disait Henri lors des grands dîners de famille. « Elle a abandonné une carrière prometteuse à Montmartre pour moi, pour cette famille. » Il levait son verre. « À Élise, mon encre, ma muse silencieuse. Elle n'a aucune ambition personnelle. Elle ne vit que pour nous. » Les invités applaudissaient et Élise souriait, ce sourire poli. Ce soir, je comprenais. Ce n'était pas un compliment. C'était une condamnation. Ce n'était pas un sacrifice. C'était une suppression. Il n'avait pas épousé une femme. Il avait acquis un objet d'art et il l'avait enfermé dans une vitrine dorée. Et Catherine Durand? Catherine était la complice parfaite. Elle était l'amie. Celle qui venait prendre le thé. Celle qui écoutait Élise parler des menus et des fleurs. Catherine était l'antithèse d'Élise. Élise était la perfection froide, la beauté inaccessible. Catherine était la chaleur, la compréhension, la femme normale. Henri avait besoin des deux. Il avait besoin d'Élise pour son statut, pour la façade, et il avait besoin de Catherine pour son confort, pour son ego. Ma grand-mère devait le savoir. Elle devait savoir que chaque fois que Catherine venait prendre le thé, elle venait en fait inspecter la prison de sa rivale. L'obsession de comprendre me rongeait. Je devais savoir ce qu'il y avait derrière ce masque. Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais trouver la réponse. L'atelier. Dans cette immense villa, il y avait une pièce, au 3e étage, aile ouest, qui était toujours fermée à clé. L'ancien atelier d'Élise. Quand j'étais enfant, j'étais fascinée par cette porte. « Qu'y a-t-il dedans, grand-mère »« Rien d'intéressant, ma chérie, » disait-elle doucement. « Juste de la poussière et de vieux souvenirs. »« Pourquoi c'est fermé à clé ?»« Pour que personne ne se salisse, » disait Henri, toujours là, toujours à l'écoute. « Ta grand-mère est passée à autre chose, n'est-ce pas, Élise ?» Et Élise répondait « Oui, Henri, je suis passée à autre chose. Je devais entrer dans cette pièce. Le lendemain de la fête, je suis retournée à la villa. J'avais peur. Peur de trouver Henri ou Paul. Peur d'affronter le chaos que j'avais fui. Mais la maison était morte. Le silence était encore plus lourd que la nuit précédente. Les voitures de luxe étaient garées devant, mais il n'y avait aucun mouvement. J'ai utilisé ma propre clé pour entrer. « Grand-père » appelai-je. « Oncle Paul ?» Pas de réponse. Le salon était un désastre. Des verres à moitié vides, des assiettes de petits fours abandonnés. L'air sentait le champagne éventé et la défaite. Ils étaient partis. Probablement au bureau. En mode gestion de crise. Ils essayaient de sauver ce qui pouvait l'être. L'entreprise, la réputation.
Ils essayaient de colmater la brèche qu'Élise avait ouverte. Je suis montée, premier étage, leur chambre. La porte de la suite parentale était ouverte. Le lit n'avait pas été fait. Deuxième étage, la chambre de Paul, vide. Troisième étage, l'aile ouest. J'ai marché dans le couloir silencieux. La moquette épaisse étouffait le bruit de mes pas, et je suis arrivée devant la porte. Une simple porte en bois blanc. La serrure en laiton semblait ancienne. Elle était fermée, bien sûr. Mais j'étais la petite fille. Je connaissais les secrets de la maison. Je suis allée dans le bureau d'Henri, au rez-de-chaussée. Derrière un lourd volume de Balzac, dans la bibliothèque, se trouvait un petit crochet. J'ai tiré. Une fausse rangée de livres a pivoté, révélant un petit coffre-fort mural. Il n'était pas verrouillé. Henri y était trop arrogant pour penser que quelqu'un oserait. À l'intérieur, il y avait des dossiers et un trousseau de clés. Les clés de tout. Les clés de la cave à vin, des voitures de collection et de l'atelier. J'ai pris la petite clé en laiton, celle marquée « Atelier ». Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression de commettre une violation. Je suis retournée au troisième étage. J'ai inséré la clé dans la serrure. Elle a tourné avec un clic sec qui a résonné dans le silence. J'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappée en premier. Ce n'était pas seulement de la poussière, c'était une odeur complexe. Térébenthine, huile de lin, pigments secs et le temps. L'odeur de 50 années de silence. La pièce était grande, avec une immense verrière qui devait autrefois inonder l'espace de lumière. Aujourd'hui, elle était couverte de crasse. Des draps blancs recouvraient des formes fantomatiques. Des chevalets, des piles de toiles. C'était une tombe, le tombeau de la peintre Élise Moreau. Je me suis avancée. Mes pas soulevaient de petits nuages de poussière. J'ai soulevé un drap. Dessous, une toile. Un portrait inachevé d'un jeune homme que je ne reconnaissais pas. Le style était audacieux, expressionniste, si loin de la femme que je connaissais. J'en ai soulevé un autre, un paysage abstrait, plein de couleurs vives et de colère. J'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas seulement un atelier, c'était un sanctuaire, un refuge. Mais je ne cherchais pas des peintures, je cherchais des réponses. Dans un coin, il y avait un vieux coffre de peintre en bois foncé. Il n'était pas verrouillé. Je l'ai ouvert. L'odeur de vieux papier était intense. Il n'y avait pas de tube de peinture. Il y avait des carnets. Des dizaines de carnets noirs, identiques, tous parfaitement alignés. Ils ressemblaient à des livres de contes. J'en ai sorti un. La couverture était rigide, le cuir usé au coin. Je l'ai ouvert. La première page, l'écriture était fine, élégante. C'était la main de ma grand-mère. Mais les mots, j'ai lu la date. 14 octobre 1916, un an après la naissance de Paul. L'année où Henri avait rencontré Catherine. Je me suis assise sur le sol poussiéreux de l'atelier fantôme et j'ai commencé à lire. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'amie d'Henri, Catherine Durand. La phrase était simple, mais je pouvais sentir la tension dans l'encre. Elle est veuve, elle est charmante, elle a besoin d'aide. Henri m'a demandé si nous pouvions l'inviter à dîner. Il m'a dit qu'il se sentait responsable d'elle. J'ai dit oui, je suis une bonne épouse. Il l'a regardée pendant tout le dîner. Il la regardait d'une façon qu'il ne me regarde plus. Il la regardait comme il me regardait avant que je ne devienne sa femme. Je suis restée assise sur le sol de l'atelier pendant des heures. La poussière s'accumulait sur ma jupe, la lumière grise de l'après-midi filtrait à travers la verrière sale, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je tournais les pages, un journal après l'autre, 50 ans de secrets, 50 ans de silence méticuleusement documentés. Ce n'étaient pas des journaux intimes remplis d'émotions. Il n'y avait pas de larmes, pas d'explosion de colère, c'était un registre. Élise Moreau n'était pas une victime passive, elle était une comptable, elle notait tout.
2 mai 1977. Catherine est venue pleurer dans ma cuisine. Son mari l'a laissée avec des dettes énormes. Elle risque de perdre son appartement à Paris. Elle dit qu'elle est mon amie. Je la crois. 4 mai 1977. J'ai demandé à Henri d'aider Catherine. Je lui ai rappelé que nous avions de la chance. Il a dit qu'il n'aimait pas se mêler des affaires des autres. J'ai insisté. J'ai dit que c'était mon ami. 10 mai 1977. Henri a accepté. Il a trouvé un petit travail pour Catherine dans son bureau. Pour gérer ses archives, il m'a dit « Tu vois, ma chérie, je fais ça pour toi. » Catherine m'a serré dans ses bras en pleurant. Elle m'a dit qu'elle me devait tout. Je sentais un frisson me parcourir. Le twist moral, c'était de ma grand-mère, c'était Élise qui avait fait entrer Catherine dans leur vie, pas Henri. Élise avait sauvé sa meilleure amie par pure gentillesse, et Catherine l'avait remboursée en lui volant son mari. Je continuais à lire, passant à un carnet de l'année suivante, 15 septembre 18. Henri m'a dit qu'il devait faire un voyage d'affaires à Genève, 2 jours. J'ai appelé son bureau pour lui rappeler l'anniversaire de Paul. Sa secrétaire m'a dit qu'il n'était pas à Genève, il était à Rome pour une conférence imprévue. J'ai trouvé les talons de billets dans la poche de son costume quand il est rentré. 2 billets pour Rome, pas un. 16 septembre 1978. Catherine n'est pas venue prendre le thé cette semaine. Elle a dit qu'elle avait la grippe. Elle est revenue aujourd'hui. Elle est bronzée. Elle m'a ramené un petit souvenir. Une écharpe en soie. Elle m'a dit l'avoir trouvée dans une petite boutique à Paris. L'étiquette dit « Fait à Rome ». Je fermais les yeux. La nausée. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une performance. Une pièce de théâtre jouée par son mari et sa meilleure amie dans sa propre maison. Il ne se cachait même pas vraiment. Il comptait sur son silence. Il comptait sur sa dignité. Il comptait sur le fait qu'elle était Mesdames Moreau, l'épouse parfaite qui ne ferait jamais de vagues. Et elle n'en a pas fait. Elle a continué à servir le thé à Catherine. Elle a continué à repasser les chemises d'Henri. Mais le soir, elle montait ici, dans cet atelier froid, et elle écrivait. Elle notait les dates, les heures, les mensonges. J'ai trouvé un autre carnet, bien des années plus tard. J'avais sauté près de 20 ans. L'écriture était la même, précise, froide. 3 avril 1998. Paul m'a demandé de l'argent, encore. Il a dit que c'était pour un investissement. Je sais que c'est pour couvrir ses dettes de jeu. Je lui ai demandé ce qu'en pensait son père. Paul a ri. Il a dit « Père est occupé, ne t'en fais pas pour ça, maman. Il a d'autres priorités. » Il le sait. Mon propre fils sait pour son père et Catherine, et il ne dit rien. Il ne me protège pas. Il protège son héritage. Il protège l'argent. Mon oncle Paul, l'héritier. L'homme qui avait crié « Maman !» avec tant de honte lors de la fête. Sa honte n'était pas pour elle, c'était pour lui-même. La famille Moreau n'était pas une famille, c'était une conspiration du silence. Henri achetait le silence de Catherine avec la sécurité financière. Il achetait le silence de Paul avec l'héritage, et il pensait qu'il achetait le silence d'Élise avec la villa, les robes et le statut. Il avait tort. Élise n'était pas à vendre, elle était en train d'attendre. J'ai trouvé une section dans un carnet qui était différente. Ce n'était pas des dates. C'était des comptes, des listes de chiffres. 12 juin 2005. Vente de la broche en diamant de Tante Amélie, mise de côté. 8 février 2007. Vente des 2 tableaux de l'école de Barbizon, mis de côté. Je fronçais les sourcils. C'étaient ses bijoux de famille à elle. L'héritage de ses parents. Des choses que Henri pensait être enfermées dans un coffre. 19 novembre 2011. La maison de Montmartre, louée. Montmartre? La maison de Montmartre? Mon cœur s'est emballé. Je me suis souvenue. Elle a abandonné une carrière prometteuse à Montmartre. Elle n'avait jamais vendu son atelier d'artiste, l'endroit où elle était libre.
Elle l'avait gardé. Pendant 50 ans, elle avait gardé cet endroit secret. Henri, dans son arrogance, n'avait probablement jamais pensé à vérifier. C'était avant lui. Cela n'avait pas d'importance. Elle avait un compte en banque secret. Elle avait des revenus secrets. Elle construisait son évasion. Pas depuis un mois, mais depuis des décennies. Elle n'était pas seulement une comptable, elle était une stratège. Elle ne subissait pas sa vie, elle préparait sa revanche. Le niveau de patience, le niveau de contrôle de soi. C'était terrifiant. C'était du Gone Girl. Ma grand-mère n'était pas Amy Dunn, jouant un jeu psychologique tordu pour récupérer son mari. Ma grand-mère était une générale, planifiant une guerre de libération sur 50 ans. Et la fête d'anniversaire, ce n'était pas une explosion, ce n'était pas un moment de folie, c'était le jour J. C'était l'invasion planifiée. Je me suis levée, mes jambes engourdies. Je regardais la pièce différemment maintenant. Ce n'était pas une tombe, c'était un quartier général. Toutes ces peintures inachevées, ce n'était pas un échec. C'était une promesse mise en attente. J'ai trouvé le dernier carnet, celui de cette année. L'écriture était un peu plus tremblée, l'arthrite peut-être, mais toujours aussi précise. Les pages étaient remplies de listes. Liste des invités. Traiteur, contacté. Orchestre, marche nuptiale, version Wagner, confirmé. Technicien vidéo, embauché. Fichier hommage remis. Elle avait tout fait elle-même. Elle avait engagé le technicien vidéo, lui donnant le dossier de photos qu'elle avait dû collecter pendant des années. Des photos volées dans les albums de Catherine, des photos qu'elle avait fait prendre par un détective privé. Elle avait choisi la musique, l'ironie de la marche nuptiale. C'était si cruel et si brillant. Et puis la dernière entrée. Elle datait de la nuit d'il y a un mois. La nuit où j'étais là. La nuit où elle avait jeté le rôti. 4 octobre 2025. Claire est là. Elle m'a vue. Le téléphone a sonné. Henri n'est pas rentré. L'excuse habituelle. J'ai reçu le message de la banque suisse. Le transfert final est arrivé. L'argent de la vente des actions est sécurisé. Les actions? Quelles actions? J'ai fouillé dans le coffre. Au fond, sous les carnets, il y avait une liasse de documents financiers. Il s'agissait d'un portefeuille d'actions. Des actions que son père lui avait laissées. Des actions dont Henri avait pris le contrôle pour elle quand ils se sont mariés. Il pensait qu'elle les avait oubliées, mais elle avait suivi chaque mouvement. Et, par l'intermédiaire d'un avocat discret, elle avait réussi à reprendre le contrôle légal. Elle avait tout vendu. Elle avait vidé les coffres. La nuit où j'ai cru qu'elle était brisée, ce n'était pas ça. La nuit où j'ai cru qu'elle avait le cœur vide, ce n'était pas ça. C'était une célébration. L'entrée continuait. J'ai jeté le rôti ce soir, le dernier repas que je préparerai pour lui. Il est rentré tard, il est allé voir le four, il a dû être surpris. Il n'a rien dit. Il ne sait pas encore qu'il est déjà mort. J'ai lâché le carnet, il est tombé sur le sol dans un bruit sourd. Il ne sait pas encore qu'il est déjà mort. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une mise à mort financière et sociale exécutée avec la précision d'un assassin. J'ai regardé par la verrière sale. Le soleil commençait à se coucher. Je devais la trouver. Je devais voir la femme qui avait écrit ces lignes. J'ai remis les carnets dans le coffre. J'ai tout replacé comme je l'avais trouvé. J'ai reverrouillé la porte. En descendant les escaliers, la maison me semblait différente. Ce n'était plus la prison d'Élise, c'était la scène de crime d'Henri. En sortant, j'ai vu une voiture que je ne connaissais pas garée devant. Une berline noire. Un homme en costume en est sorti. Il portait une mallette. Il a monté les marches et a sonné. Je me suis cachée derrière un pilier. La porte s'est ouverte. C'était Paul. Il avait l'air épuisé. Ses yeux étaient rouges. « Vous l'avez » demanda Paul, sa voix rauque. L'homme lui tendit une enveloppe. « Il n'y a rien à faire, monsieur Moreau. Votre père lui avait donné la procuration totale sur ses comptes en 1975.
Il l'a fait pour des raisons fiscales. Il a probablement oublié. Paul a arraché l'enveloppe. Elle a tout pris. Tout ce qui était légalement à elle, ce qui, ironiquement, s'avère être presque tout. L'argent de sa famille a servi de capital de départ pour l'entreprise Moreau. Votre père l'a mal conseillé en lui faisant signer ces documents à l'époque. Il pensait la piéger. En fait, il s'est piégé lui-même. L'homme continuait. Elle a vendu ses parts. Elle a vidé les comptes. Légalement, elle est intouchable. Et franchement, l'entreprise est maintenant en très mauvaise posture. Paul s'appuya contre le cadre de la porte. Elle nous a ruinés. Non, dit l'avocat, ajustant ses lunettes. Elle a récupéré ce qui lui appartenait, avec 50 ans d'intérêt. Bonne journée, monsieur. L'homme est reparti. Paul est resté là, l'enveloppe à la main. Il n'a pas vu la véritable ironie. Henri avait construit son empire sur l'argent d'Élise. Il l'avait contrôlé, humilié, trahi pendant 50 ans, tout en vivant de son héritage. Et elle avait attendu. Elle avait attendu le moment parfait, le jour de ses 70 ans, devant tous leurs amis, pour reprendre son argent, son nom et sa vie. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle l'avait licencié. Je suis restée cachée derrière le pilier de marbre froid, mon souffle coupé. Paul Moreau, l'héritier, venait de s'effondrer contre le cadre de la porte, l'enveloppe de l'avocat serrée dans sa main. Elle nous a ruinés. Ce n'était pas une question. C'était une épitaphe. J'ai reculé lentement, sortant de l'allée comme une voleuse. La femme que je croyais être une victime opprimée était en fait une stratège financière impitoyable. La femme que je pensais être une sainte martyre était une générale. Toute ma perception de la famille, du pouvoir, du sacrifice venait de se dissoudre en l'espace d'une après-midi poussiéreuse. Je suis remontée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, mes mains tremblaient sur le volant. Je devais la trouver. Je ne savais pas si je voulais la confronter, la féliciter ou lui demander pardon pour ma propre ignorance. Je savais juste que je devais la voir, et je savais où elle était, pas dans un hôtel de luxe, pas chez une amie. Elle était dans son sanctuaire, son quartier général. Elle était retournée au seul endroit qui avait jamais été vraiment à elle. J'ai conduit de Versailles à Paris. J'ai quitté les avenues larges et arrogantes pour les rues étroites et sinueuses de Montmartre. C'était un autre monde. Un monde où l'art comptait plus que l'argent, ou du moins un monde où l'on prétendait que c'était le cas. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans les bureaux de l'Empire Moreau, le roi déchu était en train de compter ses pertes. Je ne l'ai pas vu, mais je pouvais l'imaginer. Les bureaux d'Henri Moreau étaient comme lui, chers, impressionnants et froids. Acajou sombre, cuir épais, vue imprenable sur la Seine. Henri n'était pas un homme qui s'effondrait. Il était un homme qui explosait. Il aurait balayé son bureau d'un revers de main. Faisant voler des dossiers, un presse-papier en onyx, une photo encadrée d'Élise, une photo d'il y a 30 ans. Paul serait là, livide, tenant l'enveloppe de l'avocat. « Comment est-ce possible ?» aurait rugi Henri. « Je la contrôlais. Je contrôlais tout. »« Elle a utilisé l'argent de son père, aurait murmuré Paul. « L'argent que tu as utilisé pour fonder l'entreprise. C'était mon idée, mon travail. Mais c'était son argent. L'avocat dit que les documents fiscaux que tu lui as fait signer en 75, ils te donnaient le contrôle opérationnel, mais ils ont aussi préservé sa propriété légale distincte, pour éviter les impôts. » Henri se serait arrêté. Le silence. Il aurait compris. L'astuce fiscale qu'il avait mise en place pour protéger son argent de l'État était la même astuce qui avait permis à Élise de garder son argent hors de ses mains à lui. Il s'était piégé lui-même, il y a 50 ans. Cette garce, aurait-il sifflé. Notez bien, il n'aurait pas dit « cette femme au cœur brisé ». Il n'aurait pas dit « ma pauvre Élise ». Il aurait dit « cette garce ».
parce qu'elle ne l'avait pas seulement quitté, elle l'avait battu à son propre jeu. Elle n'avait pas attaqué son cœur, elle avait attaqué son portefeuille et son orgueil. Et pour un homme comme Henri Moreau, c'était la même chose. Pendant que cette scène se déroulait, une autre plus pathétique encore avait sûrement lieu. Le téléphone aurait sonné, Paul aurait décroché. Quoi encore? Une voix brisée, tremblante. Paul, c'est Catherine. Je dois parler à ton père, s'il te plaît. Paul aurait couvert le micro. C'est elle. Henri aurait fait un geste dédaigneux. Je ne veux pas lui parler. Père, elle est dehors, devant la villa. Les journalistes, ils commencent à arriver. C'est un cirque. Elle pleure. La satire de la situation. La maîtresse de 50 ans, l'amour secret de sa vie, était maintenant un simple inconvénient, une nuisance. Henri aurait arraché le téléphone des mains de Paul. Catherine! Sa voix, un bloc de glace. Henri! Oh! Henri! Merci! Aurait-elle sangloté. Tu as vu ce qu'elle a fait, cette folle? Elle m'a humiliée. Henri, je ne sais pas où aller. Mes amis ne répondent plus. J'ai besoin de toi. Et Henri, réalisant que cette femme n'était plus un confort mais un problème, que cette femme n'avait pas d'argent, que cette femme était maintenant une honte publique associée à son nom, il aurait dit la vérité. Catherine, tu as été une erreur de 50 ans. Et il aurait raccroché. Il aurait coupé le dernier lien. Pas par méchanceté, mais par pure praticité. Elle ne lui servait plus à rien. C'était le vrai Henri, l'homme qu'Élise avait documenté pendant un demi-siècle. Catherine Durand, qui avait trahi sa meilleure amie pour la sécurité, venait de perdre cette sécurité. Élise avait libéré 2 femmes ce soir-là. Elle s'était libérée elle-même. Et elle avait libéré Catherine de ses illusions. J'ai garé ma voiture au bas de la colline de Montmartre. J'ai monté les escaliers, mon cœur battant la chamade. J'ai trouvé l'adresse que j'avais vue dans le carnet. C'était un vieil immeuble charmant et un peu décrépit. L'antithèse de la villa de Versailles. La porte de l'immeuble était ouverte. L'air sentait la peinture et la poussière. Mais c'était une odeur différente de celle de l'atelier scellé. C'était une odeur vivante. Je suis montée au dernier étage. Atelier 7. La porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait. Et de la musique. Pas la marche nuptiale. Pas les violons tristes de Versailles. C'était du jazz. Chet Baker. Une trompette douce et mélancolique. J'ai poussé la porte doucement. L'espace était immense. Une seule grande pièce, avec une verrière qui prenait tout un mur, donnant sur les toits de Paris. La pièce était presque vide. Il n'y avait pas de meubles de luxe. Juste un lit simple dans un coin, une petite cuisine, et au centre un chevalet. Et elle était là. Elle me tournait le dos. Elle portait un simple pantalon de lin beige et une vieille blouse d'homme, tachée de peinture. Ses cheveux argentés n'étaient pas en un chignon parfait. Ils étaient attachés en une queue de cheval simple. Elle tenait un pinceau. Devant elle, sur le chevalet, se trouvait une toile immense. Elle était en train de peindre. Elle peignait avec une énergie que je n'avais jamais vue. De grands coups de pinceau, des couleurs vives, du rouge, du jaune, du bleu électrique, c'était abstrait, c'était en colère, c'était joyeux. C'était la femme de 20 ans. J'ai dû faire un bruit. La musique s'est arrêtée, le silence est tombé. Elle n'a pas sursauté. Elle a posé son pinceau. « Je savais que tu viendrais, Claire, dit-elle, sans se retourner. » Sa voix était différente ici, plus jeune, plus légère. « Le thé est sur le feu, si tu en veux. » Je suis restée immobile. « Grand-mère ?» Ma voix s'est brisée. Elle s'est retournée lentement, son visage. Ce n'était pas le visage de la fête. Ce n'était pas le visage de la villa. Elle n'était pas maquillée. Ses rides étaient invisibles. Et elle était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de performance. Elle m'a regardée. Et pour la première fois de ma vie, elle m'a vraiment vue. Et elle a souri. Un vrai sourire. Un sourire fatigué,
mais totalement, absolument libre. Alors, dit-elle en faisant un geste vers sa toile, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que je manque encore un peu de pratique. Je suis restée figée près de la porte. L'odeur de térébenthine me piquait les yeux. Ou peut-être que c'étaient des larmes. Le thé va être trop infusé, dit-elle doucement, en se dirigeant vers la petite cuisine. C'était absurde. Le monde venait de s'écrouler. Une dynastie de 50 ans était en ruine. Des vies étaient brisées. Et ma grand-mère me parlait de thé. Mais c'était ça, n'est-ce pas? C'était son armure. À Versailles, c'était une soie grise et un sourire poli. Ici, c'était un pantalon de lin et une théière fumante. Le contrôle. Elle ne perdait jamais le contrôle. J'ai avalé ma salive. Je ne comprends pas. Elle me tendit une tasse, une simple tasse en céramique, ébréchée, pas de la porcelaine de Limoges. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Claire? Elle s'assit sur un simple tabouret en bois. Elle n'avait pas l'air d'une générale. Elle avait l'air d'une artiste. J'ai pris la tasse. Mes mains tremblaient. J'ai été à la villa, dis-je. Ma voix était à peine un murmure. C'est un endroit triste, n'est-ce pas? Répondit-elle. Tellement de désordre. Je suis montée, continuai-je, le cœur battant. Je suis allée au 3e étage, l'atelier. Elle n'a pas scié. Elle a bu une gorgée de thé. J'ai trouvé les carnets, ai-je lâché. Le mot flotta entre nous. Elle a posé sa tasse. Elle m'a regardé longuement. Ce n'était pas un regard de culpabilité, ni de surprise. C'était un regard d'évaluation. Je me doutais bien qu'il ne resterait pas secrète éternellement, dit-elle enfin. Surtout avec toi dans les parages. Tu as toujours été trop curieuse, Claire, comme moi. Alors c'est vrai, ai-je murmuré. Tout, les 50 ans, l'argent, le plan. Un plan? Elle eut un petit rire sec. Tu appelles ça un plan? J'appelle ça une assurance vie. Mais pourquoi? dis-je, ma voix montant d'un cran. Pas pourquoi tu l'as quitté. Ça, je le comprends maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi comme ça? En public? C'était si cruel. Cruel? Elle s'est levée. Elle a recommencé à marcher dans l'atelier. Elle touchait ses toiles, ses pinceaux, comme si elle reprenait contact avec de vieux amis. Est-ce que tu sais ce qui est cruel, Claire? Elle s'est retournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une étincelle de la femme de la fête, une étincelle de glace. C'est cruel de regarder une femme de 20 ans, une artiste pleine de rêves, et de lui dire que son seul art, c'est de savoir organiser des dîners. C'est cruel de lui prendre son héritage, l'argent de son père, de construire un empire avec et de lui donner en retour une allocation pour acheter des robes. C'est cruel, sa voix baissa, de coucher avec sa meilleure amie, pas une fois, pas un an, mais 50 ans, dans son dos, sous son toit, et de la regarder dans les yeux chaque matin en lui disant « Bonjour ma chérie ». Elle s'est approchée de moi. La cruauté, Claire, ce n'est pas l'explosion, c'est la lente érosion, c'est le poison qu'on vous donne chaque jour, goutte à goutte pendant un demi-siècle, jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus qui vous êtes. Elle a fait un geste vers la porte. La fête, ce n'était pas de la cruauté, c'était un antidote, c'était la vérité. Un peu tardive, je te l'accorde, mais la vérité quand même. Mais pourquoi rester? J'étais presque en larmes. Pourquoi 50 ans? Tu avais ton argent, tu avais cet endroit, tu aurais pu partir. Partir? Elle a ri, un rire sans joie. Oh, ma douce enfant, on ne quitte pas un homme comme Henri Moreau, pas quand on a 25 ans, un fils d'1 an et pas un sou à son nom, parce qu'il contrôle tout. Mais plus tard, et laisser Paul, laisser mon fils être élevé par cet homme et cette femme, et leur laisser mon argent, l'argent de ma famille? Elle secoua la tête. Non, j'ai fait un calcul, j'ai investi 50 ans de ma vie dans cette entreprise familiale. J'attendais de toucher mes dividendes. J'ai reculé
choquée par la froideur de ses mots. Un investissement? Quoi d'autre? De l'amour? Il est mort en 1978 devant une écharpe en soie made in Rome. Alors la fête, c'était juste pour l'argent? Pour la réputation? Il m'a pris ma jeunesse, dit-elle. Chaque mot pesait. Il m'a pris mon art, il m'a pris mon nom et l'a transformé en Dame Moreau. En échange, je lui ai pris son argent et sa réputation. Cela me semble parfaitement équitable. La logique était impitoyable. C'était la logique d'une femme poussée à bout. Mais les autres, ai-je murmuré. J'ai vu Paul. L'avocat lui a tout dit. Il est ruiné. Il a perdu son héritage. Élise haussa les épaules. Paul est un homme de 49 ans. Il a passé 20 ans de sa vie à savoir que son père trompait sa mère. Il a fermé les yeux, parce que les yeux fermés, on voit mieux les voitures de sport et les vacances de luxe. Il n'est pas ma responsabilité. Il a fait ses choix. Et Catherine? À la mention de ce nom, le visage d'Élise s'est durci. Catherine. Elle a prononcé ce nom comme si c'était un poison. Elle n'a plus rien, grand-mère. Henri l'a rejetée. J'en suis sûre. Elle est finie. Bien, dit Élise. Le mot était si froid qu'il m'a fait frissonner. Elle ne méritait pas ça, dis-je. Elle a été l'instrument d'Henri. L'instrument? Élise s'est approchée de moi, ses yeux brillants d'une fureur que 50 ans n'avaient pas pu éteindre. Tu as lu les carnets, Claire, mais tu n'as pas tout lu. Tu as lu les faits, tu n'as pas lu la douleur. Elle s'est détournée. Elle est allée à la grande verrière. Paris s'étendait vaisselle à ses pieds, indifférent. Sais-tu ce qui est pire que d'être trahi par son mari? Je n'ai pas répondu. C'est d'être trahi par sa meilleure amie. Elle a continué, sa voix plus basse, parlant plus au toit de la ville qu'à moi. L'année après la naissance de Paul, 1977, j'étais pas bien. J'ai découvert pour Rome, j'ai vu l'écharpe et j'ai compris. Mon monde s'est effondré. J'étais seule, avec un bébé, dans cette immense maison froide. L'homme que j'aimais était un menteur. Et mon amie était une voleuse. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir, j'ai arrêté de peindre. Elle a pointé du doigt l'atelier scellé de Versailles. Ce n'est pas Henri qui m'a demandé de fermer cet atelier, c'est moi. Je l'ai fermé. Je l'ai fermé parce que je ne supportais plus de voir qui j'avais été. La douleur était trop grande. J'ai sombré, Claire, vraiment sombré. Je voulais partir, vraiment partir. Le silence dans la pièce était lourd de la signification de ces mots. Je voulais mourir. J'ai porté ma main à ma bouche. Et elle le savait, siffla Élise. Catherine, ma meilleure amie, elle est venue me voir. Je pleurais. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre. Je lui ai dit que je savais. Et qu'a-t-elle fait? Je la regardais horrifiée. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas appelé de médecin. Elle n'a pas prévenu Henri. Elle m'a regardée m'effondrer, dit Élise, sa voix se brisant enfin. Elle m'a regardée sombrer. Elle m'a dit « Sois forte, Élise, pense à Paul. » Et elle est partie. Parce que si j'étais partie, si j'avais disparu, cela l'arrangeait. Elle aurait eu Henri. Elle aurait eu la maison. Elle aurait tout eu. Elle s'est essuyée une larme, une seule, avec colère. Elle n'a pas seulement volé mon mari, elle a regardé ma mort potentielle comme une opportunité de carrière. J'ai compris. La fête, ce n'était pas une vengeance contre Henri. Henri était juste le dommage collatéral. La fête, ai-je dit, c'était pour elle, c'était un jugement, pour Catherine. Élise a hoché la tête. Henri a été puni. Il a perdu son argent. Mais Catherine devait être humiliée. Elle devait perdre ce pourquoi elle avait tout sacrifié. Le statut, la respectabilité, le regard des autres. Je lui ai donné 50 ans pour avouer, pour me demander pardon. Elle ne l'a jamais fait.
Elle a continué à venir prendre le thé, semaine après semaine, en me plaignant de mes rhumatismes pendant qu'elle couchait avec mon mari. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle expulsait le dernier poison. Alors non, Claire, ne me parle pas de cruauté et ne me parle pas de Catherine. J'ai regardé cette femme de 70 ans, ma grand-mère. Elle n'était pas une sainte. Elle n'était pas une victime. Elle était une survivante d'une guerre que personne n'avait vue. Elle était une stratège impitoyable qui avait attendu un demi-siècle pour rendre la justice, sa propre justice. « Ne fais jamais ça, Claire, me dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Ne te tais jamais comme je l'ai fait. » Elle a attrapé ma main. Sa peau était fine, mais sa poigne était forte. Mais si un jour tu dois te taire, assure-toi de tout écrire et par-dessus tout, assure-toi de gagner. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le silence est revenu, mais ce n'était plus le même. Ce n'était plus le silence de Versailles. C'était le silence de Montmartre, un silence rempli de vérité et de peinture. Que vas-tu faire maintenant? Ai-je demandé, ma voix encore tremblante. Élise m'a lâché la main. Elle s'est retournée vers son chevalet. La lumière du crépuscule entrait, une lumière douce et orange. Elle a repris son pinceau. « Maintenant, dit-elle, en trempant le pinceau dans un rouge vif. « Maintenant, je vais finir ce tableau. » Je suis restée un long moment après sa dernière phrase. « Maintenant, je vais finir ce tableau. » Le rouge sur son pinceau était si vif, c'était la couleur du sang ou de la vie, ou peut-être des deux. Finalement, j'ai posé ma tasse vide sur le plan de travail. Je dois y aller, ai-je murmuré. Elle n'a pas tourné la tête. Elle était déjà absorbée. Elle a juste fait un léger signe de la main. « Ferme la porte en partant, ma chérie, » a-t-elle dit, sa voix déjà lointaine. « Ne laisse pas le froid entrer. » Je suis sortie de l'atelier et j'ai refermé la porte. Le clic du loquet m'a semblé définitif. En descendant les escaliers de Montmartre, l'air frais de la nuit m'a frappée. Je me sentais vidée, étrangement légère. Toute ma vie, j'avais grandi dans l'ombre d'une histoire. L'histoire de la parfaite famille Moreau. Cette histoire était un mensonge. Et maintenant, en la place, il y avait cette nouvelle vérité. Une vérité brutale, compliquée et terrifiante. Je n'étais pas venue voir une victime. J'étais venue voir un vainqueur. Ma grand-mère n'était pas une femme brisée. Elle était une femme qui avait tout brisé sur son passage pour survivre. Elle n'avait pas fui. Elle avait attaqué. En rentrant chez moi, mon téléphone a vibré. Un appel manqué. Mon oncle Paul, puis un message. « Claire, je t'en supplie, appelle-moi. Je ne sais pas quoi faire. Il n'est pas bien. » Je l'ai regardé immobile à un feu rouge. J'ai pensé à Paul, 49 ans, l'héritier d'un empire en cendres. Un homme qui avait passé sa vie à fermer les yeux pour préserver son confort. J'ai pensé aux dividendes dont parlait ma grand-mère. J'ai éteint mon téléphone. Moi aussi, j'avais choisi mon camp. Pendant que je conduisais dans le silence, j'imaginais le chaos. Je n'avais pas besoin d'être là-bas pour le voir. Le lendemain matin, la villa de Versailles, les téléphones sonneraient sans arrêt. Pas des amis, des journalistes. Paris Match, Le Figaro, Point de vue. Ils auraient tous eu vent de la scène de l'anniversaire, le scandale de la haute société, le plat préféré de Paris. L'Empire Moreau au bord du gouffre. La vengeance de Madame Moreau. 50 ans de silence. J'imaginais les bureaux de l'entreprise, une panique totale, les partenaires, les investisseurs, ceux-là même qui riaient aux blagues d'Henri. Ils auraient lu le rapport de l'avocat, vu les chiffres. Elle a tout pris. Les fonds de départ, c'était son argent. Le contrat de 1975, il se retirerait. Un par un. L'Empire Moreau n'était pas construit sur la pierre. Il était construit sur la réputation d'Henri et l'argent d'Élise. Maintenant, les deux avaient disparu. J'imaginais Henri. Il ne serait pas en train de crier. Pas aujourd'hui. L'explosion de la veille serait retombée.
laissant place à la réalité froide. Il serait assis dans son immense bureau en acajou, le bureau du patriarche. Il regarderait les cours de la bourse, la ligne rouge qui plongeait. L'œuvre de sa vie. Non, l'œuvre de sa vie à elle, construite avec son argent. Il aurait enfin compris, il n'avait pas perdu une femme. Il n'avait pas perdu sa réputation. Il avait perdu, tout court, il avait été battu. Par la femme qu'il appelait sa muse silencieuse. L'ironie était totale. Et Paul serait en train de courir dans les couloirs, en sueur, son visage rouge de honte et de panique. Il essaierait de gérer la presse et de rassurer les investisseurs. Non, non, ce sont des rumeurs. La santé de M. Moreau est... Madame Moreau n'a fait aucun commentaire. Cette dernière phrase, si souvent utilisée pour protéger le silence d'Élise, serait maintenant son arme la plus puissante. Son silence était assourdissant. Et Catherine, ma haine pour elle était fraîche, alimentée par la révélation de ma grand-mère. Elle a regardé ma mort potentielle comme une opportunité. Je pensais à elle. Où va une femme comme Catherine Durand? Elle n'avait pas Montmartre. Elle n'avait pas de compte en Suisse. Elle avait passé 50 ans à être l'autre femme. Un rôle qui n'existe que par la pitié et l'argent d'un homme marié. Henri l'avait rejeté, j'en étais sûre. Il l'avait coupé, comme on coupe une mauvaise branche, une dépense inutile. Sa vie de confort discret, ses déjeuners dans de bons restaurants, son statut d'ami de la famille, tout cela avait disparu en même temps que la fortune d'Henri. Elle était, pour la première fois, seule. Et en pensant cela, alors que je tournais dans ma propre rue, je l'ai vue. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce n'était pas dans un parc. C'était pire. Elle était assise sur le banc d'un arrêt de bus. Il était presque minuit. Elle portait toujours la même robe beige de la fête. Ses cheveux étaient défaits. Son maquillage avait coulé. Elle tenait son sac à main sur ses genoux, serré si fort que ses jointures étaient blanches. Elle regardait le vide. Elle n'attendait pas de bus. Le dernier était passé il y a 1 heure. Elle était juste là. Une femme de 69 ans qui venait de perdre son emploi, son amant, sa réputation et son avenir en une seule soirée. J'ai ralenti. La haine que j'avais ressentie dans l'atelier d'Élise s'est un peu évaporée, remplacée par pas de la pitié. C'était trop simple. C'était de la révulsion. C'était le visage de l'échec total. Le résultat d'un mauvais pari. Elle avait parié sur Henri. Ma grand-mère avait parié sur elle-même. J'ai détourné les yeux. J'ai accéléré. Je ne me suis pas arrêtée. En me couchant cette nuit-là, j'ai compris la dernière leçon d'Élise. La justice n'est pas propre, elle ne fait pas de quartier. Quand on déclenche une guerre, même une guerre juste, il y a toujours des victimes. Et Catherine Durand était la victime collatérale de la libération d'Élise. Je me suis endormie en pensant à Montmartre. J'ai rêvé de rouge et de jaune. Le lendemain matin, je ne suis pas retournée au studio, pas tout de suite, mais j'imaginais la scène. Le soleil se lève sur Paris. Il frappe la grande verrière de l'atelier de Montmartre. Pas la lumière filtrée, grise, de Versailles, une lumière pure, directe. Élise s'était réveillée. Elle est réveillée depuis longtemps. Elle ne peint pas. Pas encore. Elle est assise sur son simple tabouret en bois. Elle porte la même blouse tachée de peinture. Elle boit un café dans sa tasse ébréchée. Elle regarde la ville. Que fait-on après 50 ans de guerre? Que fait-on le premier jour de la paix? Pendant un moment, elle ne fait rien. Elle écoute. Elle écoute le bruit de la ville qui se réveille, les camions poubelles, les oiseaux, les voisins qui ouvrent leurs volets, des bruits normaux, des bruits de vie, pas le silence étouffant de la villa. Son téléphone sonne, un vieux téléphone portable posé sur la table. Elle regarde le numéro. Numéro masqué. Henri. Il n'appellerait jamais de son propre téléphone. Elle laisse sonner. L'appel s'arrête, le silence revient. Il sonne à nouveau. Numéro masqué. Il est persistant. Il a l'habitude qu'on lui réponde. Élise boit une gorgée de café.
Le téléphone s'arrête. 1 minute plus tard, il sonne encore. Cette fois, un numéro qu'elle connaît. Paul, pauvre Paul, l'intermédiaire, le négociateur, le téléphone sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Élise se lève, elle marche vers le téléphone. Je retiens mon souffle, même dans mon imagination. Elle prend le téléphone et d'un geste calme, elle l'éteint. Le petit clic de l'interrupteur est le son le plus fort de la pièce. Le silence qui suit est différent. Ce n'est plus un silence imposé, ce n'est plus un silence d'attente. C'est un silence choisi, c'est le son de la liberté. Élise Moreau se retourne, elle regarde sa toile inachevée, baignée dans la lumière du matin. Elle sourit, elle prend son pinceau et elle se remet au travail. 1 an a passé. 1 an, c'est à la fois long et incroyablement court. C'est assez long pour qu'un empire s'effondre définitivement. L'entreprise Moreau n'existe plus. Elle a été démantelée, vendue pièce par pièce pour payer les dettes. Henri et Paul ont disparu de la scène publique. J'ai entendu dire qu'ils vivaient dans un appartement modeste en banlieue. Le roi et son prince, exilés de leur propre royaume. C'est assez court pour que le scandale soit encore frais, mais il s'est transformé. Ce n'est plus un scandale mondain, c'est devenu une légende, la légende d'Élise Moreau. Aujourd'hui, c'était le vernissage. Pas à Versailles. Dieu merci, pas à Versailles. C'était dans une petite galerie lumineuse de Montmartre, non loin de son atelier. L'exposition s'appelait « Renaissance à Soisnisant » et c'était plein à craquer. Mais ce n'était pas la foule de la fête, ce n'étaient pas les visages lisses et faux de la haute société. C'étaient des étudiants en art, des critiques, des femmes de tous âges, des couples de touristes, des gens, des vrais gens. Ils étaient venus voir les œuvres, et les œuvres étaient extraordinaires. Il y avait les nouvelles toiles, celles qu'elle avait peintes cette année. Des explosions de couleurs, de colère, de joie, de liberté, elles étaient intenses, et il y avait les anciennes. Celles qu'elle avait sauvées de l'atelier scellé de Versailles, les portraits de jeunesse, les paysages expressionnistes. Elle les avait exposés côte à côte. La femme de 20 ans et la femme de 70 ans. Le début et la renaissance. Élise était là, au centre de la pièce. Elle ne portait pas de soie grise. Elle portait un pantalon large en lin blanc et une simple chemise bleue. Ses cheveux argentés étaient coupés courts. Elle riait. Un vrai rire qui venait du ventre. Elle parlait à un jeune critique en faisant de grands gestes. Elle était vivante, plus vivante que je ne l'avais jamais vue. À l'entrée de la galerie, sur une petite table, il y avait mon livre. Je l'avais publié, Les 70 ans d'Élise. Ce n'était pas une biographie, c'était une confession. Comme elle l'avait écrit dans ses carnets, j'avais écrit dans mon livre. C'était Les aveux d'une femme décente. J'y avais tout raconté. L'histoire des carnets, l'histoire de l'argent, l'histoire de la trahison de Catherine, l'histoire de sa survie. C'était mon hommage à elle, ma façon de m'assurer que le monde comprenne. Et puis, la porte s'est ouverte. Le bruit de la galerie a semblé diminuer. C'était elle. Catherine. Je ne l'avais pas vue depuis la nuit où elle était assise sur le banc de l'arrêt de bus. Elle avait vieilli de 20 ans. Elle n'était pas méconnaissable. Elle était juste finie. Ses cheveux étaient gris, et ternes, mal coupés. Elle portait un manteau brun, usé. Elle était l'ombre d'une ombre. Elle est entrée, nerveuse, s'accrochant à son sac à main, comme à une bouée de sauvetage. Personne ne l'a reconnue. Elle n'était plus personne. Elle a regardé l'étoile. Son regard passait sur les explosions de couleurs sans les voir. Elle cherchait quelque chose, et puis elle l'a trouvé. Dans un coin, un peu à l'écart, il y avait une toile plus petite, une toile que j'avais vue dans l'atelier scellé. Un portrait. Mais il était différent. Il n'était plus inachevé. C'était un portrait de 2 jeunes femmes, assises à une terrasse de café à Montmartre dans les années 1970. Elles riaient. Le soleil frappait leurs visages, Élise et Catherine,
L'une, l'artiste fougueuse, l'autre, l'amie timide et admirative. Ma grand-mère avait terminé le tableau. Elle avait peint leurs visages tels qu'ils étaient avant. Avant Henri, avant l'argent, avant la trahison. Elle avait peint leur innocence perdue. Catherine se tenait devant ce tableau. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle regardait la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle avait trahie, l'amie qu'elle avait détruite. Elle a levé une main tremblante comme pour toucher la toile, mais s'est arrêtée. De l'autre côté de la salle, Élise s'était retournée. Elle avait arrêté de parler aux critiques. Elle regardait Catherine. Leurs regards se sont croisés. À travers la foule, à travers 50 ans de douleur, Élise n'a pas souri. Elle n'a pas froncé les sourcils. Son visage était calme. C'était le visage d'une femme qui avait tout dit. Catherine a soutenu son regard pendant une longue seconde, puis elle a baissé la tête. Un mouvement presque imperceptible. Une capitulation. Une confession silencieuse. Elle a serré son sac contre elle. Elle s'est retournée et elle a disparu dans la foule sortant de la galerie. Elle était venue chercher quelque chose. Peut-être l'absolution, mais il n'y en avait pas. Élise avait peint le tableau, non pas pour pardonner, mais pour se souvenir, pour clore le chapitre. Une jeune journaliste m'a reconnue. « Claire Moreau, j'ai lu votre livre, c'est incroyable, tout est vrai? »« Tout, ai-je dit. »« Votre grand-mère est une icône, dit-elle, ses yeux brillants. Quelle est la chose la plus importante qu'elle vous ait apprise? » J'ai regardé Élise, qui avait recommencé à rire avec le critique, le fantôme de Catherine déjà oublié. J'ai réfléchi une seconde. J'ai écrit la réponse dans le dernier chapitre, lui dis-je. Ma grand-mère m'a appris que la dignité d'une femme ne se trouve pas dans la quantité d'amour qu'elle reçoit. Ce n'est plus un scandale mondain. C'est devenu une légende, la légende d'Élise Moreau. Aujourd'hui, c'était le vernissage. Pas à Versailles. Dieu merci, pas à Versailles. C'était dans une petite galerie lumineuse de Montmartre, non loin de son atelier. L'exposition s'appelait « Renaissance à soi-disant » et c'était plein à craquer. Mais ce n'était pas la foule de la fête, ce n'étaient pas les visages lisses et faux de la haute société. C'étaient des étudiants en art, des critiques, des femmes de tous âges, des couples de touristes, des gens, des vrais gens. Ils étaient venus voir les œuvres, et les œuvres étaient extraordinaires. Il y avait les nouvelles toiles, celles qu'elle avait peintes cette année. Des explosions de couleurs, de colère, de joie, de liberté, elles étaient intenses, et il y avait les anciennes. Celles qu'elle avait sauvées de l'atelier scellé de Versailles, les portraits de jeunesse, les paysages expressionnistes. Elle les avait exposés côte à côte. La femme de 20 ans et la femme de 70 ans. Le début et la Renaissance. Élise était là, au centre de la pièce. Elle ne portait pas de soie grise. Elle portait un pantalon large en lin blanc et une simple chemise bleue. Ses cheveux argentés étaient coupés courts. Elle riait. Un vrai rire qui venait du ventre. Elle parlait à un jeune critique en faisant de grands gestes. Elle était vivante, plus vivante que je ne l'avais jamais vue. À l'entrée de la galerie, sur une petite table, il y avait mon livre. Je l'avais publié, Les 70 ans d'Élise. Ce n'était pas une biographie, c'était une confession. Comme elle l'avait écrit dans ses carnets, j'avais écrit dans mon livre. C'était Les aveux d'une femme décente. J'y avais tout raconté. L'histoire des carnets, l'histoire de l'argent, l'histoire de la trahison de Catherine, l'histoire de sa survie. C'était mon hommage à elle, ma façon de m'assurer que le monde comprenne. Et puis, la porte s'est ouverte. Le bruit de la galerie a semblé diminuer. C'était elle. Catherine. Je ne l'avais pas vue depuis la nuit où elle était assise sur le banc de l'arrêt de bus. Elle avait vieilli de 20 ans. Elle n'était pas méconnaissable. Elle était juste finie. Ses cheveux étaient gris, et ternes, mal coupés. Elle portait un manteau brun, usé. Elle était l'ombre d'une ombre. Elle est entrée, nerveuse, s'accrochant à son sac à main, comme à une bouée de sauvetage. Personne ne l'a reconnue. Elle n'était plus personne. Elle a regardé l'étoile.
Son regard passait sur les explosions de couleurs sans les voir. Elle cherchait quelque chose, et puis elle l'a trouvé. Dans un coin, un peu à l'écart, il y avait une toile plus petite, une toile que j'avais vue dans l'atelier scellé. Un portrait. Mais il était différent. Il n'était plus inachevé. C'était un portrait de 2 jeunes femmes, assises à une terrasse de café à Montmartre dans les années 1970. Elles riaient. Le soleil frappait leurs visages, Élise et Catherine, l'une l'artiste fougueuse, l'autre l'amie timide et admirative. Ma grand-mère avait terminé le tableau. Elle avait peint leurs visages tels qu'ils étaient avant Henri, avant l'argent, avant la trahison. Elle avait peint leur innocence perdue. Catherine se tenait devant ce tableau. Elle ne pleurait pas, elle ne bougeait pas. Elle regardait la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle avait trahie, l'amie qu'elle avait détruite. Elle a levé une main tremblante comme pour toucher la toile, mais s'est arrêtée. De l'autre côté de la salle, Élise s'était retournée. Elle avait arrêté de parler aux critiques. Elle regardait Catherine. Leurs regards se sont croisés. À travers la foule, à travers 50 ans de douleur, Élise n'a pas souri. Elle n'a pas froncé les sourcils. Son visage était calme. C'était le visage d'une femme qui avait tout dit. Catherine a soutenu son regard pendant une longue seconde, puis elle a baissé la tête. Un mouvement presque imperceptible. Une capitulation. Une confession silencieuse. Elle a serré son sac contre elle. Elle s'est retournée et elle a disparu dans la foule sortant de la galerie. Elle était venue chercher quelque chose. Peut-être l'absolution, mais il n'y en avait pas. Élise avait peint le tableau non pas pour pardonner, mais pour se souvenir, pour clore le chapitre. Une jeune journaliste m'a reconnue. « Claire Moreau, j'ai lu votre livre, c'est incroyable, tout est vrai? »« Tout, ai-je dit. »« Votre grand-mère est une icône, dit-elle, ses yeux brillants. Quelle est la chose la plus importante qu'elle vous ait apprise? » J'ai regardé Élise, qui avait recommencé à rire avec le critique, le fantôme de Catherine déjà oublié. J'ai réfléchi une seconde. J'ai écrit la réponse dans le dernier chapitre, lui dis-je. Ma grand-mère m'a appris que la dignité d'une femme ne se trouve pas dans la quantité d'amour qu'elle reçoit. Elle se trouve, continuai-je, ma voix s'affermissant, dans l'instant précis où elle ose lâcher prise, quand l'amour est mort. La journaliste hochait la tête, prenant des notes frénétiquement. J'ai souri. La légende était en marche. La galerie s'est vidée lentement. Le vin était bu, les petites fours mangées. Les critiques avaient leurs notes, les étudiants leurs inspirations. La journaliste m'avait remercié, les yeux encore brillants, avant de courir rédiger son article. Finalement, il ne resta plus que moi et elle. Les lumières de la galerie étaient encore allumées, jetant une lueur chaude sur les murs blancs et les toiles vibrantes. Élise poussait un long soupir. Pas de fatigue. Un soupir de satisfaction. Elle s'est approchée de moi. « Alors, dit-elle, un petit sourire en coin. Ta première séance de dédicace. » Je ris. « Je n'ai rien signé, mais je crois qu'ils ont aimé le livre. »« Ils ont aimé l'histoire, corrigea-t-elle. »« La vérité ?» Nous sommes restés silencieuses un moment, regardant le portrait des 2 jeunes femmes, le portrait d'Élise et Catherine. « Elle est venue, dis-je doucement. »« Je sais. »« Tu l'as vue? »« Oui. » Elle n'a rien ajouté. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce n'était plus son problème. C'était un chapitre clos, un tableau terminé, accroché au mur. « Tu as des regrets ?» demandai-je, la question qui me brûlait les lèvres depuis 1 an. Pas des regrets sur son départ, mais sur les 50 ans. Elle a semblé y réfléchir vraiment. « Je regrette d'avoir acheté cette soie grise pour la fête, dit-elle enfin, d'un ton parfaitement sérieux. Elle était horriblement chère et je ne la porterai plus jamais. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire libéré. Elle m'a souri. Les regrets sont pour les gens qui ont encore des choix à faire dans le passé clair. Mon passé est réglé. Il est dans tes livres et sur ces murs. Je suis intéressée par ce qui vient après.
Elle a fait un geste vers la porte de la galerie, vers la nuit parisienne. « Viens, dit-elle en attrapant son manteau. J'ai faim. Allons manger une soupe à l'oignon. » Nous sommes sortis de la galerie. Elle a fermé la porte à clé. Nous avons marché dans les rues de Montmartre. L'air était frais. Les lumières de la ville brillaient en contrebas. Nous n'avons pas parlé d'Henri. Nous n'avons pas parlé de Paul. Nous n'avons pas parlé de l'argent ou de la vengeance. Elle m'a parlé de sa prochaine toile, d'un pigment bleu qu'elle venait de découvrir, d'un livre qu'elle avait lu. C'était simple, c'était normal. C'était la première conversation normale que j'ai jamais eue avec elle. Nous nous sommes assises dans un petit bistrot bruyant. Elle a commandé sa soupe et un verre de vin rouge. Elle trinquait avec les propriétaires qui l'appelaient Élise et non Madame Moreau. Elle était à sa place. Après le dîner, je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte de son immeuble. « Tu devrais rentrer, Claire, » me dit-elle. « Tu as l'air fatiguée. Écrire un best-seller, c'est épuisant. » Elle m'a serrée dans ses bras. C'était la première fois. Sa prise était mince mais forte. L'odeur de peinture et de térébenthine s'accrochait à ses vêtements. « Ne laisse personne écrire ton histoire à ta place, » me chuchota-t-elle à l'oreille, « sauf si, bien sûr, tu leur demandes. » Elle m'a fait un clin d'œil et a disparu dans le couloir de l'immeuble. Je suis restée là 1 minute, puis je suis repartie. Mon propre chemin m'attendait. La scène finale n'est pas la mienne, elle est la sienne, j'imagine. Elle monte les escaliers. Elle entre dans son atelier. La lune est pleine. Sa lumière inonde la pièce, plus forte que les lampadaires de la rue. Elle n'allume pas les lumières électriques. Elle se dirige vers la petite cuisine. Elle met de l'eau à bouillir. Le sifflement de la bouilloire est le seul son. Elle se fait un thé. Pas un thé anglais, raffiné dans de la porcelaine. Un thé à la menthe dans sa tasse ébréchée. La vapeur monte en volute, se mêlant à la lumière de la lune. Elle s'assied sur son tabouret. Elle regarde la toile qu'elle a commencée aujourd'hui. Une nouvelle toile blanche. Une nouvelle histoire. Elle boit son thé. Elle a 71 ans. Elle est seule. Elle est enfin et complètement elle-même. Je termine mon livre par cette pensée. Je me suis trompée le soir de la fête. Je croyais qu'Élise Moreau avait attendu 70 ans pour renaître. La vérité, c'est qu'elle n'avait jamais cessé de vivre. Elle était juste en train d'écrire, en silence, dans l'ombre de l'atelier, le premier chapitre de sa véritable biographie. La fête n'était pas sa renaissance, c'était juste la soirée de lancement de son livre.